Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, la répression et la criminalisation des luttes, elle a toujours existé. L'État s'est construit sur la répression et continue à exister par la répression. Il suffit de lire Marx et de voir comment il a bien montré comment la répression était utilisée pour imposer la domination capitaliste, imposer les dominations d'une classe sociale sur une autre. Donc la répression, elle a toujours existé. Ce qui est important de dire, c'est que pour comprendre la répression d'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ne pas regarder l'histoire de la répression, et notamment l'histoire de la répression en France et de la répression des opposants. Parce que la répression qu'on vit aujourd'hui, elle est dépendante des cycles de répression passés. Et que tout ce qu'on vit aujourd'hui a à un moment donné été expérimenté dans l'histoire. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur toute l'histoire de la répression, mais je voulais vous dire quand même qu'il y a des luttes étatiques contre des mouvements, des activistes qui sont plus importantes que d'autres peut-être. La première étant la répression du mouvement anarchiste à la fin du XIXe siècle, qui est extrêmement important. C'est vraiment un laboratoire répressif, parce que les anarchistes, ils ont été soumis à tout, à la censure, aux perquisitions, aux saisies, aux arrestations, aux procès multiples, aux condamnations à mort, aux exécutions. Il ne faut pas oublier que les militants anarchistes ont été exécutés en France. Et il ne faut pas oublier non plus que la lutte contre l'anarchisme en France a donné lieu à ce qu'on a appelé les lois scélérates, notamment à 3 lois, dont une extrêmement importante de la fin de l'année 1883 qui va donner lieu à une inculpation dont on a déjà parlé ce matin et qui s'appelle l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs a été créée pour lutter contre les mouvements anarchistes et plus généralement contre tout mouvement de gauche et tout discours de gauche. L'association de malfaiteurs, c'est une... je ne sais pas comment vous dire ça, c'est une matrice. L'association de malfaiteurs, elle a été utilisée contre les anarchistes au XIXe siècle. Ensuite, il y a eu une petite pause. Puis on la retrouve massivement, l'association de malfaiteurs, pendant la guerre d'Algérie, où elle a été utilisée contre les indépendantistes algériens et leur soutien. Dans les années 60, 70, 80, vous avez un ensemble de groupes qui vont être soumis à l'inculpation de l'association de malfaiteurs. N'importe quel groupe, ça peut être les groupes indépendantistes, corse, basque, breton, ça va être Action Directe, ça va être des maoïstes de la gauche prolétarienne. Donc on a un retour en force de l'association de malfaiteurs dans ces années-là, et puis on voit très bien que depuis quelques années, l'association de malfaiteurs revient, soit association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ce qui est très grave et qui a été appliqué au début à l'affaire Tarnac, ou bien l'association de malfaiteurs tout court, c'est-à-dire de droit commun, qui est notamment appliqué aujourd'hui aux militants de l'UE. Donc il y a une histoire de cette association de malfaiteurs qui est très très importante à faire. Deuxième mouvement très réprimé, là encore je ne développerai pas, mais je tenais absolument à vous le dire, c'est la répression anticommuniste. Le Parti communiste français a sans doute été le parti le plus réprimé de France, de sa création en 1920 à au moins le début, le milieu de la guerre d'Algérie. Les membres du Parti communiste, ils ont tout subi, et l'État français a beaucoup réfléchi à comment réprimer des ennemis intérieurs par la répression anticommuniste. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, et en fait, il y avait un imaginaire de la répression qui ne s'arrêtait jamais. Est-ce qu'on pourrait, dans les manifestations, les photographier avec des flashs aveuglants pour les aveugler? Est-ce qu'on peut les asperger de quelque chose? C'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, Donc ils ont tout subi, les procès, les inculpations, les violences policières, les mutilations. Quand ils étaient blessés, les policiers allaient dans les hôpitaux pour vérifier qui avait été blessé, donc pour ficher les militants communistes. Ça vous dit quelque chose? Et évidemment, on peut penser à Charonne, aux événements de Charonne, du février 62, tous les morts communistes. Donc, il y a une matrice, là aussi, de la répression anticommuniste qui fonctionne à plein et qui a généré des techniques et des systèmes de répression. Ensuite, il faut parler de 2 moments répressifs très importants que vous connaissez. C'est Vichy, d'une part, la guerre d'Algérie, d'autre part. Ce sont des matrices de la répression, et plus précisément des matrices de l'exception, de la répression par l'exception. Chaque fois qu'il va y avoir un dispositif d'exception qu'on veut créer en France, on va se retourner vers ces 2 passés-là, Vichy ou la guerre d'Algérie. On va puiser des idées dans ces 2 passés-là. Pourquoi? Parce que ça a été les plus répressifs. Et ce n'est pas un hasard si on a déclaré l'état d'urgence après le 13 novembre 2015. C'est dans notre passé répressif, ça vient de la guerre d'Algérie. Et il y a énormément de choses, on ne s'en rend même pas compte, qui sont passées de la guerre d'Algérie à aujourd'hui, comme ça, de manière insidieuse, par des lois, par des hommes aussi qui ont transmis des dispositifs
et des expériences. Donc vous voyez, il y a toute cette histoire qui est extrêmement importante de la répression, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui change. C'est-à-dire, de toute cette histoire-là que je viens de vous raconter, je vous dis, on a un État français qui est très répressif, et qu'il a toujours été, il ne faut pas l'oublier ça. On a quand même un État qui est très répressif. Qu'est-ce qui change? 3 choses, je vais très vite pour laisser la place à mes camarades. Première chose, on l'a vu ce matin, et je suis d'accord, la multiplication des témoignages était totalement effarante et éclairante. Il y a une extension des cibles de la répression. La répression de l'État français contre les opposants, il s'est toujours focalisé sur des cibles prioritaires. Les anarchistes, les communistes, les maoïstes, les indépendantistes, c'est-à-dire des groupes véritablement assimilés à des ennemis intérieurs qui pouvaient remettre en cause véritablement le régime politique, l'État, la sécurité de l'État. Aujourd'hui, tout groupe qui conteste, qui lutte, qui revendique, qui manifeste, peut être réprimé et va être réprimé. Évidemment, plus une organisation conteste radicalement l'ordre politique et social, plus elle va être réprimée. Mais on voit très bien aujourd'hui que la répression touche tout le monde. Tous les types d'activisme, tous les types de militantisme, mais aussi des journalistes. On l'a vu avec Gaspard Blanc, mais il n'est pas le seul. Et pourquoi les journalistes indépendants sont visés? C'est parce qu'ils visibilisent les répressions policières et plus généralement la brutalité de l'État, et c'est ça qui est insupportable. C'est pour les empêcher de travailler, de visibiliser la répression. Des avocats sont touchés, et là je fais un retour sur Bure, où il y a eu l'un des avocats de Bure qui a été perquisitionné, son matériel a été saisi, il a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs, ce qui est très grave. Et ça aussi, il y a une histoire. Pendant la guerre d'Algérie, beaucoup d'avocats ont été réprimés, et l'État français a aussi tué des avocats algériens, notamment par le biais d'opérations secrètes. Donc il y a une histoire là aussi de la répression des journalistes et de la répression des avocats qu'il faut dresser. On a vu qu'il y avait des lycéennes et des lycéens qui étaient réprimés, c'est Arago. On a vu qu'il y avait des collégiens qui étaient réprimés, c'est Mantes-la-Jolie. Et on a vu des manifestants, les gilets jaunes, ultra réprimés ces dernières semaines. Donc de plus en plus de monde est réprimé, le filet de la répression s'étend. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais très vite parce que vous le savez, la répression, elle s'étend, mais elle étend de multiples filets. Ce qui est très important, je crois, pour comprendre la répression aujourd'hui, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs types de répression qui se mettent ensemble et qui font système. Il y a la répression par la loi. Je vous ai parlé de l'association de malfaiteurs, mais il n'y a pas que l'association de malfaiteurs. On pourrait prendre les lois Estrosi de 2010, qui ont créé 2 délits dont on a beaucoup parlé aussi. La participation à un groupement dans l'intention de commettre des violences et des atteintes aux biens. En gros, c'est ce délit-là qui est appliqué à tout manifestant et manifestante réprimés aujourd'hui. 99% des gilets jaunes sont inculpés par ça. Mais qui a aussi créé le délit d'intrusion dans les établissements scolaires. C'est Arago, c'est Ivry, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, on peut penser à la nouvelle loi anti-casseurs avec ce nouveau délit de dissimulation du visage. Un an d'emprisonnement, 75 000 francs d'amende. Euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Je suis vieille, hein. C'est mon anniversaire demain, donc ça doit être un truc un peu psychologique. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on ne comprend rien à la répression si on ne regarde pas évidemment les législations. Parce que c'est quoi la criminalisation? Ça veut dire quoi criminaliser? Ça veut dire faire crime. Ça veut dire rendre criminel quelque chose qui n'était pas criminel avant. Et comment est-ce qu'on rend criminel quelque chose qui n'était pas criminel avant? Par la loi, en créant de nouveaux délits. Donc c'est très important. Deuxièmement, vous le savez, c'est la criminalisation, c'est aussi qu'il y a une politique de maintien de l'ordre, j'y reviens pas, et qu'il y a des multiples interpellations, garde à vue, qui vont ensuite donner lieu à des procédures judiciaires. C'est donc par l'action de la police qu'il va y avoir criminalisation. Si violence judiciaire il y a, puisque c'est le thème de la session, les violences judiciaires, évidemment l'une des violences judiciaires, c'est de ne jamais sanctionner, on vient de le dire, les violences policières, et donc l'une des violences judiciaires est l'impunité dont bénéficient les policiers et les gendarmes. Enfin, sur ce dernier point, il ne faut surtout pas oublier le rôle de l'administration, qui est de plus en plus important dans la répression du militantisme. Ne jamais oublier que le préfet détient de plus en plus de pouvoirs de répression. On l'a vu sous l'état d'urgence, c'est lui qui a perquisitionné des militants, qui les a assignés à résidence, c'est lui qui a prononcé des centaines et des centaines d'interdictions de manifester.
Pourquoi le préfet est important? Parce qu'il prend de plus en plus de place dans l'antiterrorisme aujourd'hui, parce que c'est plus intéressant d'avoir un préfet qui réprime qu'un juge, le préfet découlant directement du ministère de l'Intérieur. Donc les ordres viennent directement d'en haut. Et ne pas oublier non plus que dans la loi anti-casseurs, l'article qui a été retoqué, c'était quoi? Interdiction de manifester prononcée par un préfet. Donc vous voyez bien que petit à petit, ce qu'on veut, c'est que le préfet ait de plus en plus de pouvoir de répression, donc toujours l'avoir en tête. Et bien sûr, dernier pan de ce système, la justice. Je laisserai peut-être mes collègues y revenir, mais on voit qu'évidemment il y a des violences judiciaires énormes, multiplication des procès, multiplication des peines de prison fermes. 8 mois de prison pour avoir crié « Suicidez-vous » à des policiers, 4 mois de prison pour avoir jeté un pot de rillettes vers des policiers, 15 mois de prison pour des jets de pierre contre une préfecture, une dégradation de grille d'une préfecture et une incendie de barricade. Donc il y a une multiplication des peines de prison qui sont effectivement très importantes. Mais je vous alerte sur quelque chose. Les peines de prison, c'est grave et il faut les dénoncer, il faut s'indigner. Néanmoins, il y a d'autres choses qu'on voit moins. Les interdictions de manifester, qui ont été massives, par exemple au moment des Gilets jaunes, toutes les personnes qui ont été condamnées, même avec du sursis, donc on dit bah, c'est pas grave, il n'a pas fait de prison. Oui, mais il a été interdit de manifester. Il y a aussi toutes les amendes, les peines à payer des amendes. Et je vous alerte là encore sur une forme de répression qu'on voit de plus en plus, qui est la répression par l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des cagnottes aujourd'hui? Parce que les gens ne peuvent pas payer et les frais, et les amendes, etc. Donc il y a eu une forme d'étouffement des luttes par l'argent. Et je finirai, pour ne pas être trop longue, sur la troisième évolution qui me semble la plus importante en matière de répression, c'est la dépolitisation. C'est-à-dire la dépolitisation des gestes militants et des luttes par la répression. Je m'explique. Aujourd'hui, l'État français, le gouvernement français, les hommes, les femmes politiques, mais aussi les journalistes, ne reconnaissent pas que ce sont pour leurs idées, pour leur militantisme, pour leurs gestes, que des gens vont être réprimés. On ne reconnaît pas qu'il s'agit de revendications, d'actes politiques, on ne reconnaît pas qu'il y a des motivations politiques derrière les gestes qui ont été réprimés. Et donc, on va dire que qui est réprimé? Des criminels, des délinquants, des terroristes ou des fous. Et là, vous avez 3 processus qui sont très importants en matière de répression aujourd'hui. Premier, assimilation entre militantisme et délinquance ou criminalité. Ce ne sont pas des militants, ce sont des criminels, premièrement. Deuxième processus, une assimilation entre militantisme et terrorisme. Et là, je n'ai pas besoin de développer, on a des exemples, on en a parlé ce matin, des exemples en tête. Ce ne sont pas des militants, ce sont des terroristes. Là encore, manière de stigmatiser, de délégitimer des luttes et de réprimer plus aussi, il ne faut pas se mentir. Et puis troisièmement, ce ne sont pas des militants, ce sont des fous. Ce sont des gens qui ne sont pas rationnels, qui ont des problèmes psychologiques. Et la justice, elle participe de ça, énormément, de cette dépolitisation. Pourquoi? Parce que le cadre judiciaire ne permet plus aujourd'hui à des militants, à des activistes, à des personnes qui voudraient revendiquer leur action de le faire. Le cadre judiciaire ne le permet pas. Pourquoi? Le choix des tribunaux. Là encore, je fais un peu d'histoire. Jusqu'en 1981, en France, entre 1963 et 1981, vous avez eu un tribunal affreux, qui a été voulu par le général de Gaulle pour lutter contre l'OAS et qui s'est très rapidement appliqué aux manifestants de mai 68, au MAO, à l'ETA, au FLNC, à l'Action Directe. Ce tribunal de 63 à 80 s'appelait la Cour de sûreté de l'État. C'est un tribunal affreux, pourquoi? Parce que les militants étaient jugés par des juges choisis par le président de la République, mais aussi par des militaires. Mais il avait un avantage. Il reconnaissait que les personnes qui étaient jugées étaient des opposants politiques, des ennemis politiques, des adversaires politiques. On ne disait pas que c'était des fous, on ne disait pas que c'était des terroristes, on ne disait pas que c'était des criminels même, on disait que c'était des ennemis politiques. Et donc la parole politique était reconnue au sein du tribunal. Les juges laissaient parler, même moi je m'étonne quand je regarde les procès, des heures et des heures les accusés expliquer leur cause, défendre, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable tribune politique. Où sont les tribunes politiques aujourd'hui? Dans les tribunaux correctionnels, qui sont les tribunaux des petites affaires, etc. Et surtout dans les tribunaux de comparution immédiate, en 29 minutes. Alors je ne dis pas que tout le monde doit défendre la cause, mais en tout cas, la cause ou les gestes, ou assumer les gestes qu'ils ont faits et expliquer politiquement ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ceux qui voudraient le faire ne peuvent plus le faire. Deuxième chose qui me semble très importante de vous dire,
c'est qu'il n'existe plus aujourd'hui de crimes et de délits politiques. Avant, vous étiez inculpé d'une atteinte à l'autorité de l'État ou à la sûreté de l'État. On reconnaissait que vous avez voulu attenter à la politique. Aujourd'hui, vous êtes accusé de quoi si vous êtes un gilet jaune? Entrave à la circulation routière. Waouh, c'est vachement politique. Si vous êtes une fémène, on va vous dire que vous faites de l'exhibition sexuelle. Si vous êtes un militant de Bure, vous êtes un malfaiteur. Si vous êtes, je sais pas, un étudiant en lutte, on va dire que vous faites une intrusion dans un établissement, etc., etc. Il y a une dépolitisation des gestes qui ont été commis. Et ça aussi, c'est 81. Robert Badinter et François Mitterrand commencent à supprimer les crimes et les délits politiques, à les utiliser de moins en moins. Donc ça, c'est grave. Et c'est grave parce que du coup, c'est là qu'on voit l'assimilation entre militantisme et criminalité et délinquance. Vous voyez bien que ce que les personnes ont fait n'est pas politique, hein, puisqu'ils sont accusés de délits, de violence ou de dégradation. En fait, aujourd'hui, vous êtes un militant, vous êtes accusé de quoi? Soit d'atteinte aux personnes, atteinte à l'autorité de la police, par exemple, atteinte à des soit atteinte aux biens, dégradation, etc., vol, ce qu'on a vu tout à l'heure, recel. Bon. Vous n'êtes plus jamais accusé d'atteinte à l'État, à ses agents ou à ses institutions. Je vous signale par ailleurs que des avocats, parfois, essaient de lutter contre ça, en disant dans les tribunaux, mais ça, là, ce délit, là, groupement en vue de commettre des violences, c'est un délit politique, et monsieur les juges et madame les juges, vous devez le reconnaître, ça n'est jamais reconnu. Je ferme la parenthèse et je finis vraiment cette fois-ci. Deux conséquences directes du fait qu'il n'y a plus de crimes et de délits politiques. S'il n'y a plus de crimes et de délits politiques, il n'y a plus de prisonniers politiques. Il n'y a que des prisonniers de droit commun, puisque ce ne sont que des prisonniers qui ont été inculpés pour des crimes et des délits de droit commun. Donc plus de prisonniers politiques. Je vous signale que là encore, jusqu'en 81, il y avait des prisonniers politiques en France. Pas reconnus comme tels, ils avaient un régime spécial, mais en tout cas, on reconnaissait qu'il y avait des individus politiques en prison. Première conséquence. La deuxième conséquence, il n'y a plus de crimes et de délits politiques, il n'y a plus d'amnistie politique. Dernière amnistie politique en France, allez, 1989, une amnistie pour les Corses, c'est tout. Pour avoir une amnistie politique, il faut être condamné pour un crime ou un délit politique. Crime et délit de droit commun, donc plus d'amnistie. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'amnistie politique en France et que toutes les amnisties sociales qui sont réclamées par la gauche depuis des années sont toujours refusées. On ne cède rien à ceux qui ne sont pas des militants et qui sont des criminels, des délinquants. Merci.